Bernard Balzani, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, située plus précisément à Nancy. Je suis avec Salvatore Apisarda et Rachid Daou, formateur, co-auteur de l'outil ELP. Et donc, heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette séquence de présentation de l'outil ELP. Donc Rachid Daou, éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse et membre de l'association Espace Médiation et donc animateur, formateur sur l'outil ELP que nous allons découvrir aujourd'hui. Donc Salvatore Apisarda, j'ai été longtemps éducateur, longtemps aussi directeur de structure, tout le temps, en tout cas pendant ces 43 ans d'activité à la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, donc on bourlingue, je dis bien bourlinguer sur les crêtes de la formation avec Bernard et Rachid depuis plusieurs décennies. Et dans nos activités à l'époque, quand j'étais en activité, nous avons créé cet outil et d'autres aussi, bien sûr, mais celui-ci nous tient particulièrement à cœur. D'autant plus qu'avec la collaboration avec Sylvie, l'outil a pris pour sa quatrième édition une configuration vraiment, enfin pour nous en tout cas, plus que satisfaisante. Et donc pour nous, c'est un véritable plaisir aujourd'hui de nous retrouver devant vous et de pouvoir vous dire un peu les tenants et les aboutissants de cet outil. Donc, entretien pour l'élaboration du projet. Euh, Help est à la fois ce qu'on peut appeler un outil, une technique d'entretien. Et on rajoute systématiquement, nous, l'idée d'une méthode, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, qu'il y a un référentiel, qu'il y a des principes d'organisation, de mise en œuvre, de déroulement de cette technique. Et donc, c'est tout ça qu'il faut comprendre derrière l'idée ou le terme de méthode. Alors, de quoi il s'agit, comme, comme peut-être vous l'avez déjà pu l'appréhender sur le site ou que vous en avez fait l'acquisition, mais donc euh, l'outil ELP, c'est cette mallette que vous voyez, hein, donc je peux également vous la montrer. C'est un manuel d'utilisation qui constitue en fait à la fois l'histoire, qui présente à la fois l'histoire, la démarche, les valeurs, le positionnement de l'outil au sein de l'ensemble des méthodologies d'entretien. Il y a également donc des cartes. On vous les présentera plus précisément un peu plus tard. Ces cartes sont au nombre de 229. On pourra certainement revenir sur pourquoi 129. Et il y a quatre cartes vierges. On aura aussi l'occasion de préciser. Et puis pour aider et réaliser le travail d'entretien, on a prévu des fiches techniques qui permettent en fait à la fois de suivre la démarche, d'accompagner le projet dans la phase de réalisation et également de pouvoir euh, permettre à la personne en projet d'avoir une trace, d'avoir des outils lui permettant de suivre l'avancement du projet dans lequel il s'inscrit. Donc, finalement, physiquement, c'est ça, hein, l'outil ELP. Donc, à la fois un manuel, des cartes et des fiches techniques. Les fiches techniques sont proposées pour être remobilisables euh, à chaque entretien. Ils servent en fait de matrice, hein, et de support à dupliquer. Alors, Salvatore prend le relais sur finalement mais pourquoi faire en fait, hein, pourquoi
euh, conduire un entretien de ce type-là. Euh, donc, la question, c'est, Salvatore, ben, pourquoi faire? Pourquoi faire? Bien, sinon répondre à une question, en tout cas, quand on est sensible à, peut-être pas une détresse, mais en tout cas à des forts questionnements ou à l'inverse, une grande passivité d'une personne qui est un peu dans la peine d'un quotidien qui ne s'inscrit pas forcément dans un avenir relativement construit. Donc, je pense à quand on a fait le tour de présentation, à toutes ces personnes que l'on retrouve dans les services d'aide, que ce soit des adultes qui viennent demander de l'accompagnement, que ce soit des jeunes qu'on retrouve en mission locale, comme on a fait le tour, que ce soit des gens en reconversion, comme vous les connaissez, hein. Eh bien, souvent, la question de l'inscription dans le projet, passer l'intention et la déclaration de ben, je vais faire quelque chose, passer cette étape, souvent on se heurte un peu comme l'écrivain à une page blanche quand il y a une page. Donc, c'est plutôt aider les gens déjà à prendre conscience que euh, euh, l'avenir ou s'inscrire dans l'avenir dépend d'abord d'eux et donc leur proposer déjà un premier espace où ils vont pouvoir s'exprimer et non pas comme de façon habituelle autour d'entretiens préétablis avec pour celui qui va mener l'entretien une grille où des thèmes sont déjà sélectionnés, des orientations sont déjà posées. Non, non, c'est accueillir la personne comme elle est dans la situation qui est la sienne le jour J à ce moment précis et donc lui permettre vraiment une grande liberté d'expression sur tous les thèmes qu'elle souhaite aborder et même si quand on se retrouve à la mission locale, ou à d'autres endroits où l'orientation est plutôt inscrite dans le professionnel, eh bien, si la personne ne veut pas aborder la question du professionnel, elle ne l'aborde pas. Dans d'autres endroits où la personne est plutôt invitée à s'exprimer sur des sujets de mal-être ou de choses comme ça, eh bien, si la personne veut aborder que les problèmes professionnels, elle n'abordera que les problèmes professionnels. En tout cas, c'est proposer un espace qui est vraiment sécurisé pour la personne, où on lui garantit que sa parole sera prise au premier degré et quels que soient les thèmes qu'elle veut aborder. Ce qui nécessite, et on le verra au fur et à mesure de cette présentation, parfois des précautions d'usage sur des confidences qui pourraient heurter et les sensibilités dans un premier temps, mais peut-être aussi les lois régaliennes aussi dans un second temps. Voilà. Donc, c'est un espace de grande liberté. Du coup, on fait le pari d'une prise de conscience. En tout cas, la façon de mener l'entretien, on en parlera bien sûr, devrait peut-être, je dis bien peut-être, arriver à une première prise de conscience puisque c'est la personne en projet qui amène et le sujet et en même temps les difficultés. Et s'il n'y a pas de difficultés, ben, on verra qu'à travers l'outil lui-même, eh ben, les difficultés pourront peut-être survenir. Et du coup, nous, on fait le pari que bah, la personne en projet est, elle, détentrice d'une grande partie des solutions et elle possède en elle un pouvoir d'agir déjà important et peut-être même suffisamment important pour sortir de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. En tout cas, dans cet entretien, nous sommes un peu obligés, en tout cas ceux qui mènent l'entretien, d'aller sur le terrain de la personne et non pas l'inverse. Hein, voilà, Alors l'entretien, pourquoi faire? Ben, ouvrir un espace de grande liberté, se mettre à disposition de la personne en projet et d'accepter son invitation à aller un peu chez elle, entre guillemets, c'est-à-dire sur son terrain à elle. Est-ce que tu peux du coup préciser? Oui, bien sûr, je vais préciser. Donc, euh, on va utiliser des cartes sur lesquelles vont apparaître des mots et voilà, et on va proposer. On le verra un peu plus tard au niveau du déroulé vraiment, hein. On fera phase par phase, étape par étape. Euh, donc la personne va utiliser des cartes avec des mots et par expérience, parce que l'outil ne date pas d'hier, on en est à la quatrième édition, hein, il y a beaucoup de mots
Il y en a 130, 129 cette fois-ci, Bernard, je crois, 129. Oui. Et on fait le pari que les mots ont des résonances. Et on fait le pari, pour l'instant, un pari réussi, puisque depuis qu'on mène ce genre d'expérience, ce genre d'outils, le pari est réussi. Les mots ont toujours des résonances chez les uns, chez les autres. Euh, et donc, à partir de là, on propose aux gens de faire un tri, hein, de paquets, et on va garder les mots que la personne a jugés importants pour elle ce jour-là. Euh, Par le déroulé lui-même, hein, il y a 4 phases, vous verrez par la suite. Ça permet à la personne de faire un tri dans ses idées. C'est comme une sorte de grand entonnoir et on va aller en se rétrécissant comme ça. Et, euh, et ce faisant, la personne va faire une sorte d'exploration de sa propre vie, de souvenirs. Et effectivement, dans ce genre d'entretien, on peut avoir des confidences ou des réflexions à haute voix. C'est un peu surprenant des fois. Et puis petit à petit, comme ça, on va accompagner les gens vers des choix, vers des possibles, vers des possibilités. Et je vous rappelle, là, toujours au premier degré, c'est-à-dire que même en ayant la connaissance de la personne et de ses capacités, si la personne, elle, a des choix qui se dirigent vers des choses qui seraient pour nous impossibles, compte tenu de ce que l'on sait de cette personne, ce sont ses choix à elle, qu'on va accompagner qu'on va accompagner. Et vous allez voir que là, Carl Rogers va beaucoup nous aider sur ces attitudes qui nous demandent d'acquérir et de mettre à l'œuvre, notamment l'attitude positive inconditionnelle, à partir de laquelle, quel que soit le projet proposé par la personne, même si nous, il nous paraît impossible, eh bien, s'il est possible pour elle, c'est à elle de se rendre compte, de faire le chemin, en quelque sorte. Peut-être qu'il va aboutir aux mêmes conclusions que nous, que c'est impossible, mais c'est elle qui aura fait le chemin, pas nous. C'est un entretien pour la personne, c'est pas un entretien pour nous. Voilà. Et puis, comme ce sont des mots écrits déjà, peut-être que la personne va faire par elle sur les mêmes mots de ses propres mots à elle, qui seront peut-être semblables, peut-être différents. Peut-être qu'ils auront une sensibilité, une tonalité différente. En tout cas, voilà. Ça permet à la personne en projet d'utiliser les cartes comme une médiation, comme un vecteur. Et alors, du coup, Salvatore, d'une manière, je dirais, un peu plus générale, le lexique qui a été, quand il a été mobilisé, finalement, il repose euh, sur un ensemble d'éléments. Et donc, est-ce que, est-ce que ces éléments-là parlent à tout le monde? Ben, dans le tour de table, je me suis rendu compte, Bernard, tout à l'heure, dans le tour de table, je ne dis pas qu'il y a une homogénéité, c'est quand même un peu exagéré, quoique, en tout cas, il y a un fil conducteur qui réunit ben, toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Il y a quand même des fils conducteurs, une sorte de colonne vertébrale comme ça. La question de l'accompagnement et de l'écoute. Et effectivement, à travers les thèmes que l'on propose, on retrouve l'accompagnement et l'écoute, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde de la vie, dans la cité, que ce soit la vie sociale, les loisirs, etc. On retrouve, ouais, enfin, c'est plus qu'une envie, quoi. C'est presque une croyance à l'accompagnement et à l'écoute de la personne en face, quoi, et de se mettre à sa disposition, en tout cas, au moins au niveau de l'écoute, quoi. Voilà, et donc on utilisait, je vous ai dit, 129 cartes et un peu plus parce qu'il y a même des cartes blanches au cas où nous aurions oublié un mot ou une sensibilité particulière que la personne en projet pourrait nous rappeler. Donc elle utilise une carte blanche, vierge, sur laquelle elle a inscrit un mot. Ça nous est arrivé, moi personnellement, ça m'est arrivé quand j'étais éducateur et un peu plus tard aussi. Oui, oui, les gens utilisent les cartes vierges. C'est vraiment nécessaire. Donc voilà, vous avez la liste sous les yeux des 129 mots. Alors comme ça ne parle pas trop, mais quand on les a sous les yeux, carte par carte, et avec le protocole de déroulement de l'entretien, euh, ça porte des effets, hein. Ça porte des effets. C'est la limite de la visio. En présentiel, c'est différent, puisqu'on permet aux gens de toucher, de lire à haute voix, de faire silence autour de la personne. Franchement, il y a tout un décorum qu'on ne peut pas retrouver en visio, bien évidemment, avantages et inconvénients.
peut-être que tu peux préciser que le lexique a évolué en fait, hein. Oui, Entre la oui, version 1 et la version d'aujourd'hui, ah bien oui, oui, il y a des évidemment. mots qui n'existaient pas en 1995, comme scroller, hein, je crois, scroller, comme smartphone, iPad. Aujourd'hui, c'est tellement commun. Bon, à l'époque, ça n'existait pas. C'était peut-être téléphone, c'est tout ce qu'il y avait, hein. Il n'y avait pas encore le téléphone portable, je pense pas, en 95, hein. Voilà. Oui, oui, les choses ont évolué aussi du côté d'une sexualité un peu plus parlée. À l'époque, il n'y avait même pas le mot sexe. C'est les jeunes interviewés qui ont rajouté le mot sexe. Là, je vois, il y a plusieurs mots. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, alors on utilise depuis qu'on a démarré quelques mots peut-être qui vous semblent encore pas très familiers, qui sont propres à l'outil ELP, bien entendu. Euh, il est important de comprendre rapidement que ce type d'entretien se classe du côté des entretiens du type entretien d'aide. Ce ne sont pas, et ce n'est pas un entretien euh, thérapeutique. Ce n'est pas un entretien d'explication dans lequel on va apporter des informations à la personne reçue, mais au contraire, on va le revoir un peu plus tard sur l'approche rogerienne, c'est centré sur la personne. Et on est, vous l'aurez compris, du côté plutôt de la non-directivité, de la semi-directivité. Ça, c'est important de l'intégrer pour pouvoir proposer un entretien sécurisé sur ces aspects-là. Alors, il y a des termes comme, vous l'avez entendu déjà, personne ressource, personne mémoire et personne en projet. Donc voilà les acteurs que l'on retrouve dans ce type d'entretien-là. La personne en projet, c'est la personne évidemment à qui on propose ELP, à qui on propose cet accompagnement-là. La personne ressource, c'est l'animateur, hein, fut un temps, on l'appelait comme ça. Et la personne mémoire, Salvatore venait de le dire il y a quelques instants, c'est la secrétaire, qu'on appelait à l'époque ainsi comme ça, qui va prendre des notes à la fois sur l'aspect verbal et non verbal du déroulé de l'entretien. Euh, voilà pour la présentation des acteurs qu'on retrouve dans le contexte de ELP. Comme tout type d'entretien, et on a entendu les professionnels que vous êtes les unes et les autres, euh, on organise, avant de parler de la matière première qui est l'outil ULP, c'est dans quelle configuration on va recevoir la personne et l'accompagner. Ça, c'est important. C'est un préalable très, très important puisqu'on va non pas euh, imposer ULP à la personne, mais on va lui proposer. Donc, on va faire au préalable une première rencontre en dehors de cet espace de l'entretien dans lequel on va venir la questionner sur et lui proposer un entretien qui pourrait l'aider à faire le point sur sa situation. Elle accepte ou elle n'accepte pas. Donc, vous voyez, avant même de démarrer l'entretien, dans le préalable, tout peut s'arrêter là. La personne peut vous dire tout simplement non, ça ne m'intéresse pas. Et vous ne devez pas la pousser à faire cet entretien-là, puisque ça perdrait tout son sens à ce moment-là. Donc, un préalable, on propose, on n'impose pas. Ensuite, lorsque le moment venu, la personne accepte cet entretien, ben, il y a ce qui s'appelle l'environnement de l'entretien, l'espace, et ça, vous en avez l'habitude, vous connaissez. C'est dans quel endroit je reçois la personne, de quoi va être composé cet espace. Évidemment, on imagine une table, un minima, une salle qu'on va, et ça c'est très important, faire en sorte qu'elle soit sécurisée au moins dans le temps dans lequel va se dérouler cet entretien-là. Donc on va s'assurer que personne ne va venir nous déranger, parce que ça c'est encore une fois très important, comme vous le savez. Faire en sorte qu'il y a suffisamment de matière à la disposition de la personne pour pouvoir passer un moment agréable. L'idée, c'est aussi de la mettre en confiance et à l'aise. Donc, on peut tout imaginer, hein. Ça peut être lui proposer avant de démarrer l'entretien un thé, un café. C'est aussi du matériel pour prendre des notes si elle a envie de le faire. Ça peut être un dictionnaire. Vous allez voir qu'un simple outil comme celui-là peut nous être très, très utile, notamment quand on travaille sur des mots. Et ça, c'est important. Voilà donc un lieu calme, les personnes présentes, les acteurs dont on a parlé, et on va pouvoir proposer l'entretien qui va se dérouler sur 4 étapes. Pour ceux qui connaissent la DVP, on est là sur le modèle de la DVP quant aux 4 étapes de cet entretien-là. Encore une fois, un entretien sécure, un espace sécure, c'est-à-dire qu'on s'assure que
on ne va pas être dérangé, un temps suffisant. On va voir qu'un entretien ELP peut dépasser les 1 heure, 1 h 30. Donc ça, il faut en avoir conscience et s'assurer que la personne est à l'aise et en confiance. Et à ce moment-là, on peut envisager, imaginer de commencer l'aspect technique que nous allons voir là maintenant. Voilà. Alors ici, alors là, c'est pas facile à voir pour vous parce que c'est un peu petit. Je venais de le dire au démarrage, c'est la manière dont on va aller vers cette personne avant même l'entretien et on aura repéré en équipe ou individuellement que cette personne en projet a besoin peut-être d'être aidée, accompagnée, de faire le point sur sur sa situation personnelle. Et c'est la première approche qu'on va faire finalement à son encontre, vers elle, pardon, et on va lui proposer peut-être à travers cet entretien-là, de vivre un moment dans lequel elle va pouvoir expérimenter quelque chose qui va l'aider à faire le point sur sa situation et envisager peut-être l'idée d'un projet ou d'une action. Alors, le moment T, l'entretien démarre, nous sommes dans la salle, nous avons pensé à tout cet aspect dont on venait de parler. Il y a, comme tout bon entretien, j'allais dire, un contrat de communication. On va s'assurer que la personne a bien compris l'objet de ce qui va se passer, de ce qui va se dérouler là, qu'elle a bien repéré les personnes, qui est personne ressource, qui est personne mémoire. Petite parenthèse sur la personne ressource, c'est-à-dire l'animateur et la personne mémoire, le secrétaire. Petite remarque, c'est que cette personne peut être une seule personne en fait. Voilà, c'est juste une organisation et une expérience qu'il faut avoir pour pouvoir animer et savoir jongler à la fois sur le fait d'être animateur et à la fois sur le fait de prendre des notes. Ça, c'est un aspect un peu technique. Donc, le contrat de communication dans lequel on va rappeler l'objet de l'entretien, on va rappeler à la personne, effectivement, puisqu'on est vraiment dans un accompagnement d'aide centré sur la personne, qu'on est à sa disposition, à son écoute, que tous les sujets qu'elle a envie d'aborder de la façon dont elle a envie de le faire, elle pourra le faire. Évidemment, Salvatore l'a dit tout à l'heure, il y a un aspect aussi, j'allais dire, par notre responsabilité, notre statut, qui nous oblige à lui rappeler que tout ce qui va être dit là ne pourra pas être gardé pour soi. Ça fera aussi l'objet d'un partage. Hein. Ça, on est soumis par notre statut à la loi sur cet aspect-là. Il faut que la personne en projet l'entende. Et enfin, on va pouvoir lui dire que l'entretien va démarrer. Et c'est très important qu'elle est maître du temps de cet entretien-là et qu'elle pourra, si elle le souhaite, à tout moment, dire ben, l'entretien s'arrête. Et là, difficile pour les éducateurs professionnels, accompagnants que nous sommes, c'est parfois, on a envie de retenir la personne, ben non, elle a décidé que l'entretien s'arrête, il s'arrête. On verra après plus tard comment on peut envisager la suite à cet entretien-là. Voilà, ça c'est le contrat de communication. On rentre dans les 4 phases de la DVP, hein, les 4 phases de l'entretien ELP. Vous le voyez peut-être en gros là, ici, l'étape de l'entretien, l'exploration. Donc là, on est dans le concret. Les cartes dont a parlé Salvatore tout à l'heure, les mots vont être utilisés et proposés à la personne en projet. C'est-à-dire qu'elle va prendre le temps de regarder ces cartes, de les lire. On peut imaginer aussi qu'on lui lise ces cartes. Mais l'idéal, moi, mon expérience personnelle m'amène à dire que après tous ces entretiens-là, je trouve que plus souvent, statistiquement, la plupart du temps, c'est la personne en projet qui s'approprie les cartes et qui va les lire, les regarder les unes après les autres. Petite parenthèse importante, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? L'animateur, une fois qu'il a fait son travail, va observer, écouter, être à la disposition de la personne en projet. La personne mémoire va prendre des notes sur l'aspect verbal, non verbal. Elle va avoir sous les yeux le lexique et elle va pouvoir, lorsque la personne va choisir des mots, va pouvoir les mettre en fluo. Alors, c'est un temps d'investigation pour la personne en projet. Elle peut expérimenter des tas de choses puisqu'elle va lire et prendre le temps de s'approprier ces mots-là. Elle va peut-être vous demander, à animateur que vous êtes, de l'aide en vous demandant, tiens, qu'est-ce que le mot-là, il veut dire? Je n'ai pas compris. Et là, c'est encore une fois le réflexe qu'il faut avoir, non pas chercher à lui dire, parce que ça revient à dire nos propres projections, notre propre définition du terme, mais l'inviter à essayer, peut-être grâce au dictionnaire ou à la réflexion, de lui faire dire qu'est-ce qu'elle elle comprend de ce mot-là. Et si elle ne le comprend absolument pas, évidemment, on a le dictionnaire à disposition. Voilà, les personnes en projet, elle fait un premier tri, on va lui proposer de mettre d'un côté les mots, les cartes qu'elle aura choisies parce que sensibles ou parce que
à ce moment-là, elle a envie de traiter ces mots-là, et on va lui demander de faire deux tas. Un tas qui l'intéresse, qu'elle a envie de traiter, qui lui parle, et puis un deuxième tas de cartes qui ne lui parle pas pour le moment, ou qu'elle a envie de mettre de côté pour les raisons qui lui appartiennent. Et donc, on va l'inviter à faire ce tri-là, soit à voix haute en lisant les cartes. Si elle a envie de le faire à voix basse, elle peut aussi également le faire. Mais elle aura à choisir, à faire deux tas. Donc, déjà là, on est dans l'élaboration, puisqu'elle fait un choix. Choisir, c'est renoncer. Et en mettant le tas qui l'intéresse, par exemple, à droite, elle va renoncer pour le moment ou pas au tas qui se trouvera à gauche. Donc, déjà là, elle a fait des choix. On est déjà dans l'élaboration dans le cadre de cette exploration. Voilà pour la première phase. La cristallisation, c'est l'étape numéro 2. Là, elle commence à organiser les choses parce qu'elle va devoir faire elle va être confrontée à des choix, je le disais, à des exigences et à la réalité, puisque on va l'inviter à mettre ensemble certaines cartes qu'elle a choisies parce que ça lui parlerait ou parce qu'elle a envie d'en faire des thèmes. On va lui dire qu'effectivement, elle peut, à travers tous les choix qu'elle a fait, toutes les cartes qu'elle a choisies, faire des petits tas, des sous-tas, des thèmes qui lui parlent à elle à ce moment-là et qu'elle pourra explorer, qu'on va explorer dans les étapes suivantes. Donc, faire des choix, c'est faire des liens. Ça veut dire que la personne, elle s'inscrit dans une temporalité. C'est à la fois son passé, son histoire, c'est à la fois le présent, le moment T, et puis à travers cette expérience-là, elle va pouvoir envisager quelque chose qui sera de l'ordre de l'action du projet. C'est pour ça qu'on va lui demander de faire des petits tas par thème qu'elle aura choisi, et ensuite lui demander de mettre des titres sur ces tas-là. Donc des tas, ça peut être autant de cartes qu'elle le souhaite, comme elle le souhaite, et elle va même être amenée à mettre des titres sur ces tas-là. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'animais ce type d'entretien, ELP, un jeune avait mis la famille, le mot famille dans un tas, il avait mis sa chambre, je crois, enfin, il avait mis un certain nombre de mots pardon, dans ce tas-là qu'il avait appelé mes emmerdes. Voilà. Et là, évidemment, notre attitude, que ce soit la personne mémoire ou nous-mêmes, on n'a pas de choix ou de jugement à porter là-dessus. Hein. Le non-jugement, la neutralité, c'est très important dans le cadre de ELP. Et elle va comme ça faire, on va peut-être lui proposer, ça aussi c'est une astuce qui est pas mal, c'est l'état qu'elle aura fait, lui proposer de les mettre dans une enveloppe et cette enveloppe-là portera un titre. On a dit ici, dans l'exemple de ce jeune qu'il avait appelé les emmerdes. Elle peut se retrouver avec autant de tas qu'elle souhaite. Donc, il peut y avoir comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 tas dans lesquels elle va faire, donc, comme on vient de le dire, des choix. Voilà, ça, cette phase de cristallisation, elle a déjà été confrontée à des exigences et à des réalités. Voilà, donc elle avance davantage. Vous voyez, on est passé d'une phase où elle explorait, où elle se cherchait à travers des mots qu'elle a choisis. Là, elle fait des choix et elle les concrétise parce qu'elle met des mots sur le choix qu'elle fait. Voilà pour la phase numéro 2. La spécification, les thèmes sont repris les uns après les autres, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne en projet de bien vouloir les lire et puis de peut-être, si elle le souhaite, nous expliquer pourquoi elle a fait ces choix-là, ces tas-là, et qu'est-ce qu'elle a envie d'en dire. Il se comprend parce qu'il s'explique, ça c'est un élément très important. À partir du moment où il va pas se justifier, encore une fois, hein, mais expliquer parce qu'il aura choisi de le faire et non pas parce qu'on l'aura imposé, il va pouvoir se comprendre lui-même et ça va faire résonance puisqu'il va en même temps se confronter dans son choix, valider son choix et en même temps, effectivement, pouvoir nous l'expliquer. Et ça, c'est important. Là, c'est encore une étape vers l'élaboration et l'orientation vers le projet et l'action. Voilà pour la troisième étape. Enfin, la réalisation, ça c'est l'étape qu'on souhaite tous atteindre quand on anime ce type d'entretien-là. Il n'est pas certain qu'on y arrive toujours. Hein. Dans un idéal, cet entretien peut aboutir à la quatrième étape. Je dis bien dans un idéal, c'est souvent le cas, mais parfois on n'y arrive pas. Donc on va envisager avec la personne si on peut continuer l'entretien dans un autre espace-temps, ce qui permettra d'aller vers cette quatrième étape tant souhaitée. Mais en général, hein, par expérience, on y arrive assez facilement à cette quatrième étape. Donc, on résume. La personne, on lui a mis face à elle des 129 mots à travers des cartes qu'elle a sélectionnées. Elle a fait deux tas. À droite,
par exemple, un tas qui lui parle, qui lui convient, à gauche, un tas qui lui convient moins, qui lui parle moins. Donc, elle va explorer évidemment le tas qu'elle a choisi, et en le faisant, elle va faire des choix, elle va faire des thématiques, et elle va commencer à élaborer et à construire quelque chose de qu'elle va pouvoir projeter dans le cadre d'un projet ou d'une action. Et bien, c'est la fameuse étape numéro 4, puisque elle élabore une stratégie, elle cherche des moyens pour les mettre en œuvre. Il s'agit de donner une suite concrète et opérationnelle à la prise de décision, c'est-à-dire que là, on va lui dire, et maintenant, qu'est-ce que tu peux en faire à partir du... Donc, on leur a dit, pardon, je vais un peu vite, dans les plusieurs tas et plusieurs thèmes qu'elle a choisis, on va lui dire d'en choisir un en particulier et d'explorer ce tas-là. Parmi tous les tas qu'elle a choisis, qu'elle a fait, hein, toutes les thématiques, je reviens. Donc, elle a dit, voilà, j'ai envie d'aborder ce thème-là, cette enveloppe-là, et on va lui dire comment elle peut faire en sorte que ça soit un projet, une action. Donc, elle va prendre le temps de relire tout ça, de bien le regarder, et on va lui mettre à disposition un outil qui va lui permettre de faire des choix. Donc là, cet outil, il y en a un des outils, c'est la fiche projet, hein, dans lequel vous voyez, il y a son nom, son prénom, les objectifs du projet, les moyens mis en œuvre, les personnes ressources, et elle va pouvoir comme ça concrétiser son projet, puisqu'elle va mettre des mots sur toutes les différentes étapes. Et la manière la plus simple de l'aider, c'est la fiche projet avec les ballons de baudruche. En remplissant ces ballons de baudruche, avec qui, quoi, pourquoi, où, comment, quand, effet obtenu et maintenant. Eh ben, là, la personne, elle a fait déjà un grand pas vers l'action, puisque le thème qu'elle a choisi, le paquet qu'elle a choisi, elle va devoir l'inscrire dans ces fiches-là, dans ces ballons-là. Et donc, on va vraiment vers un projet, une action. Elle va vers un projet, une action, et on va pouvoir l'accompagner à travers cela. Salvatore disait tout à l'heure que l'attitude positive inconditionnelle, elle consiste à être comment dire, honnête avec la personne à qui on propose l'entretien. Si elle nous dit, et moi je parle d'un cas concret, j'ai envie de devenir pilote de Formule 1, eh ben on lui dit pas et on ne fait pas avec la moue du visage, on lui montre pas que c'est impossible. C'est son choix et si c'est impossible, eh ben, elle va devoir se confronter elle-même à cette réalité-là. Et ben là, on est dans le concret, à travers les ballons de baudruche que vous voyez là, la fiche action. Et ben, c'est à elle de faire le voyage pour se rendre compte que c'est totalement impossible ou que, pourquoi pas, ça amène à une autre réflexion. Je vais vous proposer cet exemple-là. Quand la personne nous parlait de vouloir devenir un pilote de Formule 1, évidemment, cet adolescent délinquant placé dans un foyer, on pense bien que ça relève de l'impossible quand on sait ce que ça veut dire. Et ben, n'empêche que ça lui a permis d'aborder des choses plus personnelles, plus profondes, et en fait qui faisait écho à son enfance quand son père le mettait dans la voiture derrière sans l'attacher quand il avait 4 5 ans et qu'il allait faire des courses comme ça en voiture pour lui faire, disait-il, des émotions fortes. Et ça, ce trauma-là, il a pu le révéler à travers un projet comme celui-ci. Et donc, évidemment, il n'est jamais devenu pilote de Formule 1, mais on a pu en équipe l'aider et l'accompagner autour de cet aspect-là dont il n'avait jamais parlé. Un autre exemple, une personne avec le projet ULP, un jeune, une fille en l'occurrence, une adolescente, quand elle arrivait à cette étape-là, ça consistait à écrire une lettre à sa maman, tout simplement. Ou une autre, c'était d'aller sur la tombe de son grand-père. Donc vous voyez, quand on parle projet, on peut imaginer des choses très complexes, très élaborées, mais ça peut être aussi des actions qui permettent à la personne d'aller chercher quelque chose dans son passé et de le mettre à la lumière du jour et de manière à le traiter en équipe pluridisciplinaire dans les phases suivantes. Oui, oui, bah tu l'as dit, Rachid, ELP ne s'impose pas, il se propose. Pourquoi il se propose? Parce que justement, on ne peut pas imposer à une personne, pas d'étaler sa vie, mais de dire des choses relativement intimes. Et les psychologues sont bien placés pour nous le dire, et aujourd'hui, il y en a parmi nous. On ne peut pas comme ça imposer à quelqu'un de dire quelque chose de soi. Et en plus, l'objet principal étant la parole est à vous ou est à toi, selon comment on s'adresse à la personne en face, on ne peut pas lui imposer puisque ça lui appartient. Donc là, nous sommes convaincus que si on l'impose, il ne se produira que ce qu'on a l'habitude de connaître. Alors le pari de LP,
comme d'autres outils probablement, bah, c'est de faire un peu autre chose que l'habituel, donc de proposer, même dans des endroits où j'y ai travaillé, moi, l'éducation sous contrainte, même dans l'éducation sous contrainte, même en maison d'arrêt où des mineurs sont incarcérés, ou des jeunes personnes, ou des personnes bien plus âgées, même dans les endroits contraints, on ne peut pas contraindre à quelqu'un à s'exprimer sur ses projets, ses envies, ses projections. Alors voilà. Donc éthiquement, on se place du côté d'une écoute et d'une invitation, et on s'y tient surtout. Surtout, on s'y tient. Et entre nous, entre professionnels qui a accepté de travailler sur cet espace-là, on peut s'interpeller, on doit s'interpeller quand on voit des dérapages chez le collègue ou chez le copain. Voilà, on est assez strict là-dessus. La démarche ELP, tu l'as bien expliqué, Rachid, euh, c'est accepter plus que la parole de l'autre, c'est aller sur son terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc se laisser guider par la personne en face. C'est sa logique, c'est sa réflexion qui fera qu'on est à ses côtés, ni devant, ni derrière, ni au-dessus, ni au-dessus. On se laisse guider. C'est la personne en projet qui guide son propre entretien. Alors bien sûr, l'animateur, la personne ressource a elle un guide, celui de l'outil ELP, mais c'est pas étape par étape. Et dans les étapes, c'est, passez-moi l'expression, hein, c'est open bar. C'est-à-dire que la personne s'approprie entièrement son entretien. Alors, quand on lui propose de faire 2 tas, c'est elle qui fait les 2 tas comme elle l'entend. Et souvent, elle me demande comment je fais, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. C'est selon, c'est comme tu l'entends. Mais ce mot-là, je le mets où? Bah, tu le mettrais où? Qu'est-ce qui fait que tu hésites? Et bon, à la limite, est-ce que je dois comprendre que tu hésites entre quoi et quoi? Tu peux dire entre toi, quoi et quoi. Voilà, on essaie quand même de se placer, de renvoyer la question à la personne en face, de telle manière à ce que ce soit son choix. Et donc éviter d'orienter, parce qu'effectivement, c'est un peu facile de dire, bah oui, en connaissance de cause, tu as un problème avec ton père, ouais, peut-être que ça serait bien que tu le mettes du côté du sujet abordé aujourd'hui. Non, 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 certainement pas. Certainement pas. Donc, on laisse la personne nous parler de ses centres d'intérêt, et quand elle n'en a pas, eh bien, on fait recours à la reformulation, et on reformule, et on reformule, et on reformule. Et là, Carl Rogers nous est d'un grand, grand secours, puisque c'est lui qui nous propose plusieurs niveaux de reformulation. En tout cas, ce qu'il demande à l'interviewé, pardon, à l'intervieweur, ce qu'il demande à l'intervieweur, à la personne ressource pour nous dans ELP, c'est d'avoir au moins trois attitudes dans l'entretien centré sur la personne. Au moins 3 attitudes. Sachez que dans la formation, et j'en parlerai un tout petit peu plus tard, nous approfondissons ces aspects, les propositions de Carl Rogers, et vous verrez qu'elles sont plus nombreuses que 3. Mais en tout cas, nous, dans ELP, ce sont les 3 que l'on utilise. Et puis, je me permettrai peut-être aujourd'hui, puisque tu m'as laissé la parole, Bernard, de placer ma 4e, qui revient tout le temps dans le débat, parce que, comme on vous l'a dit, ELP est un outil vivant et il est toujours à débattre, il est toujours en discussion. Et aujourd'hui, dans les 3 propositions d'attitude, il y en a une 4e que je voudrais rajouter, mais je vais vous le dire à ce moment-là. Alors la première, ce serait la considération positive inconditionnelle de la parole de l'autre, parce qu'effectivement, Carl Rogers, lorsqu'il écrit, lorsqu'il fait des conférences, il est quand même interpellé sur cette position, sur cette considération positive inconditionnelle. D'aucuns lui diraient, mais c'est quoi l'inconditionnalité, quoi? Tout n'est pas inconditionnel. Nous, ce qu'on garde, c'est l'esprit plutôt que la lettre. Chez Rogers, et l'esprit, c'est une ouverture d'esprit complète qui laisse à la personne ressource le choix, enfin le choix, la possibilité d'écouter une personne qui a commis peut-être des actes qui sont insupportables pour soi, mais bon, ça nous permet, quand on est relativement serein sur cette position
de considération inconditionnelle est suffisamment serein pour écouter ce que la personne peut dire de son projet, même si on sait que par ailleurs, elle a commis des actes terribles, quoi, terribles et inacceptables pour le commun des mortels. Euh, voilà. Et puis, la position positive inconditionnelle, ça ne veut pas dire que on accepte tous les discours avec les mots grossiers ou des choses comme ça. Les règles sociales s'appliquent dans l'entretien ELP. Les règles et les codes sociaux s'appliquent. L'inconditionnalité, c'est pas le laxisme grande porte ouverte. Pas du tout, pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Voilà, donc dans la formation, on explore ce concept. Une autre approche, c'est l'empathie. Alors l'empathie aujourd'hui, c'est devenu d'une grande banalité. Tout le monde utilise ce terme-là. Et dans nos formations, eh bien, on met un peu à l'épreuve par des exercices, par des mises en situation, par des choses comme ça. On met en exercice ce que pourrait être l'empathie, en tout cas du point de vue de Carl Rogers. Les choses sont un peu plus précises que ce qu'on sait habituellement de l'empathie, hein, euh, qui est certainement pas de prendre à son propre compte les problèmes de l'autre, qui n'est pas aussi de les repousser loin de soi. C'est d'être peut-être, comme nous le dirait, pardon, excuse-moi, comme nous le dirait Winnicott, d'être dans la bonne distance. Alors c'est quoi la bonne distance? Tout ça, on peut l'aborder dans nos formations. La congruence, la congruence, tu l'as dit aussi, Rachid, hein, si la personne parle d'un emploi, je sais pas moi, tu disais Formule 1, dans nos relances, on ne va pas aborder un autre sujet que la Formule 1, quoi. La congruence, c'est rester au plus proche de ce que la personne en face nous propose comme domaine d'exploration, comme piste ouverte. On ne sort pas des sentiers battus et on essaye d'être le plus pertinent, le plus adéquat par rapport à ce qui est proposé. Voilà, Carl Rogers, c'est une belle aventure à travailler dans nos formations. On prend du temps sur les 3 premiers jours, enfin, le premier module qui dure 3 jours. On prend du temps avec Carl Rogers. On essaye d'aller assez loin. Alors, l'ADVP, c'est le deuxième. Je vais vous parler de la quatrième attitude que je revendique, hein, qui s'appelle l'authenticité. Rachid, tu parlais Oui, d'honnêteté. oui, Je trouve que c'est un synonyme qui me convient, hein. L'authenticité, c'est ce que demande Carl Rogers à la personne qui écoute et qui en même temps mène un entretien avec une autre personne. Euh, c'est d'être authentique. De toute façon, si l'intervieweur ne l'est pas en face, il ne se trompera pas. Pour avoir travaillé de tellement d'années, enfin, pas suffisamment à mon goût, avec des jeunes fracassés par la vie, avec des personnes un peu plus âgées, toujours fracassées par la vie. Euh, le point sur le professionnel en face est vite fait. On parle de secondes, pour moi, je parlais de microsecondes, quoi. Un regard, une expression, et souvent l'impression est donnée, quoi. Donc on ne peut pas se louper, on ne doit pas se louper. Et donc tout ceci, c'est travaillable. On peut le mettre. Alors il y a des personnes qui l'ont de façon un peu innée, mais ça n'en fait pas un outil. Il faut travailler, il faut se former. Et puis la deuxième partie, le deuxième pied sur lequel marche ELP, je vais vous en parler pas du tout, parce que j'ai cru entendre dans le tour de table que c'est un outil, enfin une voie, une piste que vous utilisez quasiment quotidiennement, la DVP. Je serais bien plus mal à l'aise d'en parler parce que j'ai en face de moi, ou en tout cas je l'entends, entre guillemets, des professionnels qui l'utilisent tous les jours au quotidien. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, je peux en dire vraiment, excusez-moi par avance, hein, comme un timbre-poste, un tout petit carré, hein, hum, ça permet un peu à la personne qui mène un entretien d'amener la personne en demande, en projet, euh, à travers 4 étapes que Rachid a rappelées. Ça lui permet de travailler sur ses compétences et de lui rappeler, de les activer, de les mettre en œuvre, de les stimuler. Voilà, c'est un entretien stimulant du côté du pouvoir d'agir. Si je résume, mais vraiment, excusez-moi pour ceux qui se connaissent plus que moi dans la DVP, c'est peut-être très réducteur, mais ça permet peut-être de dire quelque chose à des gens qui n'en ont pas entendu parler, quoi. Pas trop. Donc,
activation du développement vocationnel, c'est un terme canadien qui veut dire professionnel et personnel. Et voilà, donc c'est vraiment une stimulation de la dynamique d'aller chercher ses forces internes, quoi. C'est un outil, une démarche qui, au départ, se propose, en tout cas, c'est formulé dans les premières versions en 1995-96 comme ne nécessitant pas nécessairement et automatiquement une formation. Mais l'expérience maintenant de toute cette histoire nous fait bien penser que euh, il est tout à fait important pour que les professionnels s'en emparent de la meilleure manière possible et de la manière la plus pertinente, puissent s'inscrire hein, dans un réseau, dans des groupes d'échanges et d'analyse un peu et d'analyse de la pratique. Et c'est ce qui nous a amené en fait à proposer finalement au bout de 5 ans un protocole et un dispositif plutôt de formation. Donc là, on vous l'a mis simplement pour être visible, hein, mais c'est un dispositif qui est conçu en fait de manière progressive en trois modules. Une question dans le chat de Cécile qui vous demande l'outil est-il utilisé généralement sur sur un ou plusieurs entretiens? Part du principe que la personne a accepté. Donc oui, un entretien à minima. Et en fait, c'est la personne en projet qui va décider de la continuité, de la suite à donner aux entretiens. On espère, quand on est animateur de LP, que dès le premier entretien, on aboutisse à la quatrième étape. Je l'ai dit, c'est souvent le cas, mais ça peut ne pas l'être. Et on espère ensuite encore que la personne en projet accepte un nouvel entretien ou un troisième ou un quatrième. Mais ça dépend vraiment de la personne en projet, de ce qu'elle a envie de donner ce moment-là et dans le temps qu'elle souhaite accomplir cet accompagnement-là. Donc c'est dans les mains de la personne en projet.